Bonsoir à tous ou bonjour à tous selon le moment durant lequel vous regardez cet épisode 4, c'est Springfield, l'hôte du DZ Podcast. Avant la diffusion de cet épisode 4, je tenais à vous remercier pour les nombreux commentaires que vous m'avez envoyés dans les commentaires YouTube mais aussi sur Twitter. Commentaires d'encouragement, de remerciements suite à la diffusion de l'épisode 3. C'est extrêmement encourageant pour la suite, pour continuer à produire en fait les prochains épisodes de cette émission. Je tenais également à remercier Gamal Abina qui a grandement contribué au succès de l'épisode 3. Et puis je tenais à remercier aussi les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. On a dépassé les 500 abonnés sur la chaîne YouTube, ça fait extrêmement plaisir. J'invite d'ailleurs tous nos auditeurs à s'abonner sur notre chaîne YouTube. Je crois qu'à peu près 10% seulement des auditeurs sont actuellement abonnés, d'après les statistiques, donc il y a encore une marge de progression. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide énormément pour le référencement. N'hésitez pas à liker aussi le contenu si ça vous plaît. Concernant l'épisode 4 qui va être diffusé donc tout de suite, donc il sera produit en deux parties, en fait il sera diffusé en deux parties contrairement à l'accoutumée. L'épisode 4 sera la partie 1 et l'épisode 5 sera la partie 2 donc du sujet qu'on va traiter. On a eu une longue conversation avec mon invité et donc pourquoi pas diffuser en fait tout le contenu vu qu'il est extrêmement intéressant. Voilà, sur 2 épisodes pour pas faire trop long, donc on a près de 2 heures en fait de conversation. Donc j'espère que vous allez apprécier cet épisode 1, il dure à peu près 55-56 minutes. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez apprécier le contenu et puis je vous dis à très bientôt et puis place à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 4e épisode du DZ Podcast, le show radio dédié à l'Algérie. Aujourd'hui, on parle encore de géopolitique, mais on va s'intéresser plus particulièrement à la question de la relation algéro-marocaine. C'est un sujet qui revient énormément sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les médias. C'est un sujet, on va dire, qui est chaud par rapport en fait au contexte actuel dans lequel est l'Algérie et puis la région, on va dire, du Maghreb arabe ou nord-africaine. Voilà, on sait qu'il y a des tensions entre ces deux pays et on voudrait justement dans cet épisode un peu évoquer cette relation, que ce soit par rapport en fait aux précédents qu'il y a eu, qui peuvent éventuellement justifier l'état des relations actuelles, mais aussi par rapport à l'avenir de cette relation bilatérale. Dans cet épisode justement pour évoquer cette question, on a parmi nous donc Salim Ammar. Donc Salim Ammar est médecin militaire de formation, donc il a fait l'ANP avant de s'installer aux États-Unis. Donc ça fait 15 ans qu'il est installé aux États-Unis et il a une carrière là-bas d'interprète traducteur en fait. Voilà, et il a énormément de connaissances justement sur le sujet, que ce soit du point de vue historique mais du point de vue géopolitique. Donc voilà, Salim a accepté accepter mon invitation justement pour parler de ce sujet. Bienvenue Salim, bienvenue sur cet épisode. Merci pour cet honneur et ravi de t'avoir parmi nous. Bienvenue à vous tous et merci de m'avoir honoré avec cette invitation. Merci Salim. Donc Salim, juste pour un peu rentrer dans le sujet, dans le vif du sujet, on voit aujourd'hui que on arrive en fait à une situation où justement les deux pays entre guillemets se font une espèce de guerre un peu sur tous les terrains. C'est que ce soit diplomatique, il y a énormément de batailles diplomatiques, notamment en Afrique. On a vu que le paysage africain aujourd'hui était marqué justement par une bataille entre l'Algérie, la diplomatie algérienne et la diplomatie marocaine. Il y a aussi, voilà, on peut évoquer le contexte économique aussi, notamment énergétique. Et puis cette coupure des relations diplomatiques finalement entre les deux pays. L'Algérie a décidé de couper ses relations diplomatiques pour on va dire une série de raisons justement qui ont été justifiées, qui ont été évoquées à l'époque par le ministre des Affaires étrangères Abdallah Mamra. Mais au-delà du contexte donc actuel, moi je voudrais un peu qu'on évoque ou du moins qu'on explique ce qui nous a mené jusqu'ici. Est-ce que finalement ce sont des éléments ou des phénomènes récents qui expliquent aujourd'hui la détérioration de la relation entre les deux pays, ou est-ce que c'est des choses qui remontent à beaucoup plus loin, on va dire des causes historiques finalement qui se sont accumulées
et qui ont mené à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, finalement, entre les deux pays. Ben, je répondrai par le titre du livre du pacifiste allemand qui était contre la Première Guerre mondiale, qui s'appelait Rien de nouveau à l'Ouest. Rien de nouveau à l'Ouest. Pour moi, Mhm. le Maroc, ceux qui dirigent le Maroc, ceux qui oppriment les populations du Maroc, font le jeu qu'ils ont toujours fait depuis 1212. Pourquoi 1212? C'était la fin du dernier État qui avait unifié l'Afrique du Nord et les terres musulmanes en Andalousie et la fragmentation en 4 pays. Les royaumes des Andalousies, les Éanides à Tlemcen au Maghreb central, le Maghreb extrême. Extrême même géographiquement et le mot est indicateur de la nature de ce pays, excentré. Le Maghreb central et l'autre, il est excentré, à la marge, à la périphérie. Et Mhm. le proche Maghreb, la Tunisie et la Tripolitaine. Donc ceux qui s'imaginent qu'il y avait une belle époque où on était frères, ça n'a jamais existé, c'est pas vrai. C'est un choix volontaire, voulu et calculé que l'élite marocaine s'allie à l'étranger contre la force qu'est l'Algérie, qui a toujours unifié, qui a toujours repeuplé le Maghreb et a eu son propre projet. Il faut dire que Mehdi Amimor, qui était médecin anglophone, qui était né à Jérusalem, qui est un Algérien de Djidjel d'origine, qui est berbère, il le cite, qui était un champion de l'arabisme en Algérie, qui était l'ami et le conseiller de Boumediene, a dit, ses amis égyptiens lui ont dit, parce qu'il avait fait ses études au Caire en Égypte, que Mhm. Sadat avait rencontré le chef des services secrets français, je ne sais pas, le duc, le maréchal, je ne sais pas, il avait un titre de nobilité dans les années 70. Et Sadat lui propose que l'Égypte et le Maroc feraient partie d'un grand projet néocolonial, abattre les régimes progressistes en Afrique, pour parler de la diplomatie marocaine de l'Afrique. Et ça s'appelait l'opération Safari. Sadat lui pose la question, est-ce qu'on va inclure l'Algérie? Et le Français lui dit, non, les Algériens, ils ont leur propre agenda. Ils sont ni pro-russes, ni pro-américains, ni rien. Ils ont leur propre agenda, c'est-à-dire libérer l'Afrique, avoir une force intrinsèque autonome et tout ça. Le Maroc, on voit dans cette histoire, ça a été publié par Ra'ilio, le site web d'information palestinien, que le Maroc ne fait que jouer dans la procuration. Il est le proxy, il est l'agent, il est le délégué, il est le super harki des puissances étrangères. Revenons à 1212. 1212, c'était la bataille durant laquelle les Almohades, la dynastie zénète de Nadroma, a perdu la bagarre, la bataille, la grosse bataille navale et terrestre contre les croisés en Andalousie. Elle se fragmente, Ouais. l'État se fragmente, les Zéanides prennent possession du Maghreb central, leurs cousins zénètes, les Mérinides, prennent possession de Fès. Le Maroc actuel est excentré, isolé et protégé par la chaîne de l'Atlas. L'Atlas va de l'est à l'ouest en Algérie. Au Maroc, il va du nord au sud. Donc, on a le Gharb, qui est les plaines fertiles bien arrosées par les pluies et les nuages qui viennent de l'Atlantique. Le Gharb, c'est Qenetrat de Tanja jusqu'à Sousse. Ils sont le Ghreba, ils disent Deba. Et ensuite, on a Shrega, ceux qui sont à l'est de l'Atlas, c'est des Algériens. Drouk, ils disent Drouk. C'est comme ça qu'on distingue au Maroc qui est Shrega, qui est Ghreba. Et la limite, c'est la rivière de Melouia. Donc l'Algérie, héritière de la Numidie, va du MOM, de Medjerda, à l'ouest de Tunisie, à Melouia. Ça, c'est là le pays numide, comme l'ont décrit les historiens romains, qu'on le veuille ou pas. Ça, c'est les frontières naturelles, qui sont Mhm. défendables militairement, qui sont unifiées par l'homogénéité et l'ethnogénèse. Ce Maroc-là voit que cette puissance qui vient des Aurès, ces Zénètes, ces Sanhaja, qui conquiert le pays, qui les soumet, est une source de danger. Donc il s'allie au travers de l'histoire avec les Portugais, les Espagnols, ensuite les Britanniques. Et c'est surtout les Britanniques qui ont they shaped, ils ont formé, ils ont donné la forme au Maroc actuel. Une bourgeoisie prédatrice, prête à s'allier à quiconque étranger contre l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie, durant la République maritime d'Alger, voulait avoir accès à l'Atlantique, los hornacheros, ceux qui sont venus du village de Hornacho à Grenade. Ils ont fondé une république pendant une dizaine, une vingtaine d'années à Salé, c'est là, et ils se sont alliés avec les Algériens. Morad Raïs faisait des escales. Donc c'était très convenable pour la flotte algérienne de revenir de l'Atlantique, avoir un port d'attache.
Quand nous entendons actuellement la propagande marocaine dire: «Les Algériens veulent avoir accès à l'Atlantique», vous répétez ce que Ouais, vos maîtres coloniaux vous ont dit, que l'Algérie faisait concurrence aux puissances européennes dans la course, de l'Atlantique. On n'était pas les seuls pirates. Tout le monde était pirate. Donc, comme avait dit bien Napoléon, le marin, quand il vole pour nous, c'est un corsaire, il fait la course. Quand il nous vole, c'est un pirate. Donc ça dépend. Moi, je suis né en Algérie et j'ai la double nationalité, donc ma loyauté va vers les 2 pays et je considère que ceux qui sont appelés pirates algériens dans l'histoire, c'est pas vrai. C'était des corsaires, comme Surcouf, comme Drake. Les Anglais, ils sont très, 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 très fiers de Drake. Et pourtant, Drake, c'était un voleur qui volait les Espagnols, selon la vision espagnole. Donc moi, quand je parle de l'accès à l'Atlantique, c'était une nécessité stratégique. Et pourquoi les Algériens ont fait la guerre à ces puissances européennes? Parce que l'Algérie était le récipient de 80% des Andalous réfugiés. Ces réfugiés sont venus, ils ont raconté les horreurs de l'extermination et du génocide. Donc les Algériens, comme actuellement savent qu'ils sont les suivants sur la liste de la destruction des républiques arabes, savaient que s'ils allaient céder, ils vont se perdre, ils vont disparaître. C'était existentiel. C'est ça la perception géostratégique des Algériens qui est complètement diamétralement opposée à ceux qui vivent sous les régimes monarchiques qui concèdent, qui disent vaut mieux vivre comme lâche que vivre comme qu'être mort comme héros. Les Marocains, il n'y a plus de terrain d'entente parce que eux, c'est la continuation du Merzen. Le Merzen, c'est ce régime prédateur, extractif, qui extrait les ressources, même en les partageant avec les étrangers, en donnant des concessions, en volant le phosphate au Sahara. Donc, cet antagonisme, il est enraciné pour moi dans l'histoire. Et eux disent, regardez, notre sagesse que nous appelons Algériens lâcheté, nous a préservé des massacres, des génocides, on vit bien, on a le zilij, le faïence, on mange tagine, on a des vêtements, on a de l'or, mais à quel prix? Donc c'est une perception, c'est des gens de petite bourgeoisie qui voient la vie que c'est un plaisir non contenu. Les Algériens veulent la vie étant libre. Une histoire de l'histoire qui résume le tout. En 1492, en janvier, le 13e roi des Beni al-Ahmar, 13e, numéro 13, Mohamed Abi Abdallah, Chico le Petit, parce que son père s'appelait aussi Mohamed Abi Abdallah, les Espagnols, pour les différencier, il y avait le Mayor et Chico, signe une reddition, quitte l'Alhambra avec sa maman, et il pleure, il pleure, il regarde ce qu'il a abandonné, il pleure. Ensuite, ça ne lui plaît pas, roi déchu de l'Andalousie, il va vers Fès. Il y vit quelques années, il fait la fête, il est complètement en faillite, il demande aux Andalous de lui payer des impôts, il refuse. Il meurt ivrogne au sein de sa maison. C'était à Fès. Son oncle, mhm. El Valiente, Zerel Moustarni Billah, lui, a fait autre chose. Il a fait de la guérilla contre les Espagnols, il a refusé de se rendre. Quand il a été acculé, il prend le bâton, il va à Oran. Et de Oran, il recommence sa guerre contre les Espagnols. Ensuite, les Espagnols occupent Oran en 1507 ou 17, je ne me souviens plus. Il s'enfuit vers Tlemcen. Donc, on voit deux Andalous. Le lâche, il est allé où? Le brave, il est allé où? Et c'est marquant dans notre histoire parce que nos relations, nous sommes aux confins de ce grand monde musulman arabe auquel nous appartenons. Nous sommes au contact immédiat avec l'Europe et nous essayons Mhm. soit de nous moderniser et être à jour partout dans notre histoire, ou bien se soumettre. Donc, c'est deux visions différentes et ça n'a rien à voir avec la race, la couleur de peau, religion, culture, mais c'est une perception. Chacun, il a son projet de vie et l'être humain, c'est un être social. On n'est pas des individus, on vit dans le groupe, on s'exulte dans le groupe, on jouit de ces formes sociales. Ils ont fait un choix et pour eux, l'ennemi, c'est l'Algérie. Ils le disent. L'Algérie, parce qu'apparemment, l'idée que partager, vivre dans une prospérité partagée, c'est impensable. Eux, ils ont l'idée que le prophète a dit qu'il a le shurfa, alors que c'est faux. C'est faux, c'est complètement faux. Mohammed n'était pas, alayhi salatu wassalam, n'était pas un raciste. Il ne nous a pas dit d'adorer sa descendance. Il avait une seule fille.
Eux, ils Tout à ont fait. cette compréhension de l'islam élitiste où certains, par chance ou accident de naissance, sont les élus et les autres doivent les servir, leur baiser la main et tout ça. Ça nous répulse comme Algériens. Ça, c'est pas notre éducation. Pourtant, on appartient au sunnisme, au malikisme et tout ça, mais là, on voit comment, ils ont, abusé de certains égards qu'on devrait avoir à la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Donc nous, c'est, كُلوا في الرق ولا كُلوا درّك. C'est-à-dire tu manges ou tu partages ou tu manges et tu te caches. C'est ça c'est un proverbe chaoui. كُلوا في الرق ولا كُلوا درّك. Tu as quelque chose, tu as des dates, soit tu les manges tout seul et tu te caches, soit tu vas en public, tu partages avec tes frères qui viendront en ton secours. Eux, ils n'ont pas ça. Eux, ils veulent que c'est les 5 familles 5 tribus du Makhzen, Lou, Daesh, Rarda et tout ça, gardent l'armée. Le peuple, c'est, une masse corvéable, qui va payer les impôts, qu'on peut utiliser ou donner en dons sexuels ou n'importe quoi aux étrangers et c'est ça. C'est pas notre projet. C'est pas le projet algérien et eux, ils sont libres. Maintenant, on peut aller au détail dans la traîtrise, comment ils ont géré la situation. Ouais, justement, j'allais y venir parce qu'effectivement, tu parles d'une différence fondamentale en fait en termes de vision par rapport à l'organisation de la société, par rapport en fait au rapport hein, aussi à l'étranger, ça t'en a parlé, la manière en fait de concevoir finalement la géopolitique et comment le pays, enfin notre pays, on va dire se place voilà dans le concert des nations, etc. ou interagit avec les autres. Mais effectivement, enfin, est-ce que c'est vraiment une différence de vision qui explique en fait ces tensions entre les deux pays. Alors on peut parler éventuellement on va dire de l'expansionnisme. Enfin, tu as parlé du Marzen justement. On peut parler justement de cette vision expansionniste et du roman national marocain qui fait que bah, il y a ces tensions en fait avec les autres pays. Mais quels ont été finalement les événements où on va dire qu'on peut citer parce qu'on parle souvent de 63 et puis de la traîtrise marocaine en 63. Mais est-ce que ça a vraiment commencé en 63 ou est-ce que ça justement en termes de traîtrise ça date voilà de plus loin Il y a un dans proverbe en l'histoire. anglais qui dit: «Les hommes forts se vengent avec les actes, les hommes faibles se vengent avec les mots». C'est clair. Les Marocains, ils sont faibles. Parler d'expansionnisme, c'est parler comme au sein d'Algérie, des pays arabes, de racisme. Nous sommes tous dans le même sous-développement. Il n'y a pas un groupe régional ou clanique qui peut exercer un racisme contre les autres. C'est de l'isolationnisme. C'est pas du racisme. Le racisme, un Japonais, un Suédois vient, il te dit Springfield ou Salim, je suis supérieur. Oui, oui, on lui pardonne parce que c'est le Japon, ils sont avancés, nous on est. Mais quelqu'un de, je sais pas, de Beblouet qui vient dire, oh, le Harash, moi je suis raciste par rapport à vous, calme-toi. Ça, c'est de Mhm. l'isolationnisme, c'est pas du racisme, on peut pas faire ça. Ou un Marocain qui peut être raciste envers les Algériens. Eux, ils abusent des mots parce qu'ils viennent de découvrir. C'est comme un enfant qui apprend un gros mot, hippopotame, et il va le répéter tout le temps parce qu'il est tout content. Non, non, il faut rappeler. Moi, je connais le Maroc, ils me connaissent. Moi, j'allais au Maroc, j'étais reçu, le Qaïd et tout ça, le Makhzoun, les familles bourgeoises et tout, je les connais. Hein. J'allais faire des consultations de manuscrits et tout ça. Heureusement, malheureusement, je ne pourrais plus revenir depuis 2012, que je me suis déclaré anti-marocain, mais معليش, tant pis. Les Marocains, jusqu'en 2000, c'était 70% d'analphabètes. L'électroencéphalogramme d'une personne analphabète n'est pas similaire à celui d'une personne qui a appris à écrire et à lire. Faire le rang, la socialisation, les priorités, ne plus croire à la superstition. Qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? Il y a toujours une obsession d'éduquer la masse, au cas où la masse aurait besoin de venir défendre ceux qui tiennent le pouvoir. Ibn Khaldoun, dans son grand livre, 3600 pages, كتاب العبار ديوان المبتدا والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن جاورهم من ذوي السلطان الأكبر, le premier volume, ils étaient 17, المقدمة, la préface. Il dit ceci: بلغني عن يغمرسن بن زيان مؤثل سلطانهم. مؤثل سلطانهم, c'est-à-dire celui qui a fondé la dynastie des Zéanides à Tlemcen, Tlemcen الجزائر, أنه لما قيل له, on lui a dit pour le flatter, les flagorneurs, أن نسبه يعود إلى البيت, ذلك أنكره. قالوا له أنت شريف, tu es le descendant du prophète. Il a dit non. Pourtant, il Mhm. était le sultan. وقال بلغته الزناتية, il parlait le zénète.
Il parlait le Zénith. Donc Ibn Khaldoun savait, parce que Ibn Khaldoun, son frère, lui c'était Abdurrahman, son frère Yahya était ministre, il a participé dans un coup d'État, il a été assassiné. Mais ça, c'est les détails du pouvoir. Yahya ibn Khaldoun, il avait écrit un autre livre sur les rois zéanites. فقال بلغته الزناتية ما معناه. Donc il comprenait, parce que lui il dit je comprenais les parlers berbères, les variétés berbères, qui sont 23 en Algérie. أما الدنيا والملك فنلناهما بسيوفنا. C'est-à-dire ce monde-là et cette royauté, on l'a eu avec les épées, avec la force. لا بهذا النسب. C'est pas parce que je suis descendant de quelqu'un que je deviens roi. وأما نفعه في الآخرة. Et si ça va me servir, si je suis descendant du prophète, فمردود إلى الله. Dieu le sait. Voilà. Ça, c'est le roi d'Algérie qui refuse cette prétention. Pourquoi? Parce que les historiens romains disaient que les habitants de la Numidie, qu'ils étaient puniques ou berbères, parce qu'il y a les, je sais pas, ils inventent des mythes, Aglid, ça n'a jamais existé. Il n'y a pas de déification, il n'y a pas de personnification des chefs en Algérie. Ils étaient primus inter pares, le premier entre eux séparés. Massinissa, Yermouresen, le roi de Bdjaïa s'appelait Mohamed Nasser Al-Nes, son surnom Al-Nes, il était Auguste, au-dessus des gens. Mais quand même, c'était des êtres humains qui savaient la finitude, ils savaient que l'asabiyat walidul mulk, c'est par la loyauté qu'ils avaient cette force du pouvoir. Là, il faut que les gens comprennent ça. Ils disent en Algérie, Ashraf Aqal, oui, parce qu'on est consultatif. C'est on opte pour, par collégialité. Tejma', c'est ce que Tejma' ton kabyle, Tejma' بالعربية. Il y a cette tradition de consultation. Pourquoi? Parce que l'Algérie, elle est fragmentée, c'est des vallées, c'est des régions. Et aucune région ne peut dominer les autres. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à unifier le pays et surtout le défendre contre les prédateurs, contre les occupations. Comme eux aussi, ils sont partis à la conquête de la Sicile, la Septimanie, les 7 villes en France, parce que le mythe colonial qui est repris par les Marocains, c'est que l'Algérie a toujours été envahie. Non, c'est comme tu montes un club de foot, tu gagnes et tu perds. C'est ça l'histoire. Les Marocains, par contre, ils se basent sur ce mythe. Nous sommes la famille royale, la personne du roi est sacrée. Shakhs al-Malik Muqaddas. Ça, c'est dans la Constitution. Donc, l'insulter ou dire qu'il est le fils de Fatima, comme je le dis toujours, ça me donnerait une peine de prison, moi étranger, parce qu'il pourrait, ou les autres. Et ça, les Marocains se trompent. Ils se trompent parce que ce mythe-là ne fonctionne plus. Ce mythe de la royauté sacrée et tout ça ne fonctionne plus. Et la population marocaine, elle n'est plus encadrée par ces petits artifices. Garder la population en analphabétisme, abuser des droits basiques des êtres humains et surtout, c'est-à-dire garder la population en état de précarité où elle préfère vivre et survivre plutôt que de demander. C'était après 84, commencé par Hassan II et continué par son fils là. Donc, eux, ils disent on va faire ça, ce qui s'est passé en 63, la guerre des sables. Les Marocains, j'écoute, je lis ce qu'ils disent. Ils disent Farhad Abbas a signé un document comme quoi il va donner le Sahara oriental. Nous, on est profondément musulmans, pratiquants, pas pratiquants, mais on est imprégné, on s'imbibe par l'ambiance musulmane fondamentale qui a fait l'ethnogénèse des Algériens. Ma mère descend des Albanais ottomans, mon père c'est un arabe, tout le monde, mais on est algérien. Tout le monde a participé à cette ethnogénèse. L'élément fondateur, c'est la foi qu'on est tous frères musulmans, frères et sœurs dans l'islam, et on meurt ensemble, on a fait le choix du destin commun. Nous, on a appris, le prophète a dit, la proie est à celle qui l'attrape et non pas celle qui le voit, celui qui le voit. C'est-à-dire, on est dans une montagne, je vois un lièvre, je te dis un lièvre, c'est de la trappe. Le lièvre t'appartient parce que c'est toi qui as fait l'effort. C'est pas je te dis non, donne-moi la moitié de ton lièvre parce que je l'ai vu. Les Marocains vous disent le Sahara oriental, soi-disant Tindouf, Touat et tout ça, nous appartient. Mais que faisaient les Marocains entre 30 novembre 1956 et le 5 juillet 1962? 6 ans. Ils n'ont pas levé le petit doigt. Ils n'ont pas réclamé parce que la France était là. Et chaque jour en Algérie, on assassinait 530 personnes. Donc, les Algériens,
ont libéré ce territoire, ils le méritent. Ensuite, il y a eu la crise de l'été 62, on connaît les détails. Et les Marocains, en bourgeois, opportunistes, voient l'opportunité pour attaquer l'Algérie, surtout parce que l'Algérie allait fermer la station spatiale à Hamagir et les champs d'essais nucléaires, bactériologiques et biologiques à l'autre là, Oued je ne sais pas, Béchar. Donc ils croient. Et il faut dire qu'en 1956, quand la Tunisie et le Maroc acceptent l'interdépendance, les armées tunisiennes et marocaines, c'est 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 des annexes de l'armée française. Mhm. Sbaïhia, en Tunisie, l'armée tunisienne est formée par les anciens Sbaïhia. Sbaïhia, c'est ceux qui, le matin, venaient saluer le bey, comme en Algérie. Alors, on appelle maintenant en français les Spahi, alors que c'est Sbaïhi. C'est ça, c'est Les ça, exactement. Sbaïhi, Sabh al-Malik avec tambour et tout ça, fanfare ottomane. Et au Maroc, offrir, c'était l'ordonnance. C'était même pas un soldat, c'était quelqu'un qui lavait les vêtements et faisait briller les chaussures, polissonner les chaussures de son officier français. Donc, c'était les anciens de l'armée française qui avaient rejoint les soi-disant phares, la souris ou les forces armées royales, on ne sait pas, phare c'est quoi. Mais eux, quand ils attaquent, ils prétendent Hassil Baïda et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais euh, le but de toute guerre, tout conflit, c'est le territoire, c'est la terre. Avant et après, l'Algérie gagne 65 km². Donc celui qui gagne la terre, c'est celui qui a gagné. C'est c'est Mhm. tout. Les Marocains maintenant, ils prétendent, ils prétendent, ils prétendent, ils peuvent prétendre ce qu'ils veulent. Nous parlons de factuellement. Pourquoi le Maroc n'investit pas dans le Maroc oriental? Pourquoi il ne construit aucune construction militaire à l'est de l'Atlas? Parce que tout simplement, comme dit le terme arabe de la géostratégie, saqetan aérienne. Par la puissance du feu, elle est indéfendable. Tout ce qui est à l'est de Teza. Voilà. Et ça pour l'expansionnisme et tout ça. Donc les Marocains se gourrent. Maintenant, ils croient, en étant comme les chiens, hargneux et pugnaces, et répéter, 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 ils vont faire quelque chose. Ils vont rien faire parce que la population algérienne, à Béchar, à Tlemcen, elle est foncièrement anti-marocaine. Foncièrement anti-marocain. Il y a des Algériens qui profitent de l'ignorance de certains qui croient qu'ils disent l'Oranie, c'est des... Mais c'est des Marocains. Ils ne sont pas Marocains, ils sont anti-Marocains. Quand vient le moment de la vérité où il faut faire un choix de vie, vivre libre dans une république qui a beaucoup de défauts, Zerwal, Bouteflika, ça change tout le temps, le Gate Salah, Chingriha, entre vivre dans ce semblant de chaos désordonné, les Kabyles, les Arabes, les Chaouias, tout ça, et se soumettre à une misère qui s'appelle le royaume du Maroc, les gens ne feront n'auront aucun doute. C'est le choix de la République algérienne. C'est par l'histoire, par les constituants ethniques et les réalités économiques et démographiques. En Algérie, malgré tous les défauts, il y a ce qu'on appelle la mobilité sociale. Tarkout, il a commencé comme apprenti boucher, il est devenu milliardaire. Au Maroc, ouais, non, non, mais ça, c'est pour rigoler. C'est pas un cycle normal, oui. Mais au Maroc, c'est soit tu es Benkiran et Sanhaji et Benani et Fessi, soit tu es rien. Mhm. Exemple, pour les gens qui ne connaissent pas, nos amis sahraouis nous disent, les colons marocains à L'Ayoun, la capitale occupée du Sahara occidental, il y a les Fessi, les familles de Fès, qui possèdent les grands business, c'est-à-dire les licences de pêche et tout ça. Et puis, il y a les gens de SFI et tout, les berbères pauvres qui viennent et qui triment, qui sont là des prolétaires. Donc, est-ce que les Marocains croient que les Algériens acceptent ce modèle? Parce qu'il y a un Français qui avait dit, ministre, je ne sais plus, il faut que l'Algérie imite le modèle marocain. Le modèle marocain, c'est quoi? C'est la prolétarisation de la masse au service des capitaux étrangers, principalement français et espagnols. Et nous, on a refusé ça. On a subi l'expérience coloniale. On connaît c'est quoi le modèle français du développement. La France métropole, nous la périphérie, nous dans la misère, producteurs de matières premières, et eux s'enivrent avec le champagne et se mangent ce qu'ils veulent. On a refusé ça. On avait l'option de peut-être devenir français lentement, s'assimiler, abandonner les prénoms, s'appeler Jean-Michel et tout ça. Mhm. On a refusé. Ce que font
les capitalistes français, Arnaud, Bouygues et tout ça, en s'alliant avec la monarchie marocaine, ils font de mauvais calculs. Il faut dire, il faut pas trop, dans les années 90, il y avait cette pseudo francophone, mais c'était surtout francophile, El Watan Liberté, qui nous assommait avec les analyses des Européens. L'Europe, c'est l'avenir et tout. On l'a vu. Pedro Sanchez, le neveu d'un général franquiste, qui est le premier ministre, Franquiste, ouais. oui, premier ministre espagnol. Il a fait 3 erreurs. Il a surestimé l'Espagne, il a surestimé Bruxelles et l'Europe, et surtout, il a sous-estimé l'Algérie. Donc, c'est 3 erreurs. On voit qu'il a fait une erreur d'analyse, de lecture. Donc, il n'est pas infaillible. L'époque où les Algériens, parce qu'on n'avait pas accès à l'information, on n'avait pas accès à nos références, ne pouvaient pas penser et croyaient ce que Michel de Camdessus venait voler l'argent de l'Algérie, nous dire que Mhm. la restructuration de dette était une bonne chose, ou le partenariat avec l'Europe allait développer l'Algérie, elle est révolue. Parce qu'ici en Amérique, je lisais ce qui se passe en Ukraine, les Américains sont déçus parce que les Européens leur ont menti. Sur quoi? Sur ce projet européen du voisinage. On leur disait on va dépenser des milliards et des milliards pour développer les nouveaux États membres. Alors, la Russie bloque les ports ukrainiens, 30 millions de tonnes va pourrir. Les Américains disent aux Européens, vous nous avez dit que vous avez développé la Roumanie, allez, transporter par le rail. Les Roumains disent non, depuis l'époque soviétique, on n'a pas eu de train. Non, l'Europe n'a pas investi dans les routes. On est toujours avec les bœufs et les charrettes. Donc, c'était un mensonge pendant 30 ans. Alors, ces Européens qui traitent les Roumains et les Bulgares comme ça, comment ils vont nous traiter, nous, les descendants des Sarrasins, les descendants des Turcs, comme ils appelaient les musulmans au XVIIIe, XVIIe siècle? Comment ils vont nous traiter? Est-ce que vous leur faites confiance? Le monteur n'est plus cru. Donc, les Marocains, pour moi, c'est la Jordanie, c'est les Émirats, c'est des petits pays qui ont préféré s'allier contre leur milieu naturel auquel ils appartiennent, avec les maîtres du moment. Peut-être demain la Mhm. Chine, peut-être demain la Chine sera la superpuissance, l'Amérique disparaîtra, je ne sais pas, je n'aimerais pas que ça soit quand j'y suis, mais peut-être, eh ben, on va voir des Algériens, des Marocains et tout, s'inventer un lien avec la Chine. Et ça, c'est l'opportuniste. Il faut être soi-même, il faut être authentique. Nous, on est algériens, oui. Les Puniques, oui. Les Numides, oui. Les Berbères, oui. Le roi de Bdjaïa, oui. J'ai jamais changé. Il faut être tenace. Comme ça, les gens te respectent. Avoir une Mhm. réputation, une parole. De toute façon, on le voit ça. Enfin, on le voit au niveau individuel, mais on le voit aussi au niveau, j'ai envie de dire, étatique aussi, hein, au niveau diplomatique. C'est-à-dire que on sait très bien, par exemple, que l'Algérie a cette constance dans ses positions, qu'elle les tient, peu importe, on va dire, enfin, peu importe les conditions, on va dire, à la géopolitique mondiale ou les difficultés auxquelles peut faire face le pays, mais elle tient ses positions. C'est des positions auxquelles finalement l'Algérie ou la diplomatie algérienne en tant que telle croit, et puis c'est des facteurs d'identification de notre politique extérieure également, hein. C'est pas comme le Maroc où ça change, on va dire, au gré des vents et des marées. C'est-à-dire qu'en fait, ils changent leur position en fonction de ce qui les arrange à l'instant T. Donc je rebondis justement sur ce point, Salim, par rapport à, on va dire, aux relations diplomatiques justement qu'entretiennent les deux pays. On parle, bon, une des raisons qu'évoquent énormément les gens et sur lesquelles, voilà, ça insiste, notamment sur les réseaux sociaux, sur les médias, c'est cette fameuse question de la normalisation, ce qu'on appelle la normalisation avec Israël, ou de la trahison plutôt envers la cause palestinienne. Du moins, c'est comme ça que ça a été vécu par les Algériens, du point de vue algérien. Est-ce que c'est vraiment ça qui a justifié voilà, la coupure des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc? Voilà. Non. Est-ce que c'est ou du moins, est-ce que ça a participé à ça? Et deuxième point, c'est pourquoi le Maroc a finalement normalisé ou a trahi la cause palestinienne, notamment, et on l'a entendu voilà, à travers, on va dire, des pseudo-spécialistes marocains qui s'expriment dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux. Il y a des Marocains aujourd'hui qui osent nous dire c'est à cause de l'Algérie qu'on a trahi la Non, cause non. palestinienne. Le Marzen, ce régime, cette oligarchie, ce gang, cette mafia qui
opprime les peuples du Maghreb extrême, Marrakech, le Maroc. Il n'a qu'un instinct, la survie. Vivre dans des maisons, jardins, riad, manger bien, avoir une enfant de 8 ans, 9 ans comme serveuse qu'on peut abuser sexuellement, lire Omar Ben Jelloun, la prière et tout. Le mode de vie, survivre, s'allier avec les Juifs, avec les Algériens contre les Portugais, avec les Portugais contre les Algériens, avec Israël, avec la planète Mars, ça compte pas. Le point cardinal, le guide, la tête chercheuse du Mersenne, c'est survivre. C'est pour ça qu'ils prétendent 12 siècles, alors que Sulayman, le frère de Idriss, il a fondé la dynastie des Beni Ifrin, c'était des Berbères à Tlemcen. Donc s'ils prétendent à 12 siècles de temps, nous aussi. À Tlemcen, Sulayman, c'était le frère frangin de Sidhoum Idriss, les descendants du prophète. Voilà. Donc c'est des mythes qu'il faut déconstruire. L'alliance avec la communauté juive. La revue africaine, qui était éditée par la Société géographique algérienne, où écrivait les Ben Cheneb, le premier doctorant de linguistique et médecin algérien de Ndia, et les autres, et surtout les anciens administrateurs et officiers de l'armée française en Algérie, et les colons. Ça va de 1856 à 1962. On les vendait 50 dinars. Je les ai achetés à l'OPU, la fac centrale, Place Audin. Je les ai lus tous. Et ils sont disponibles en PDF. Ils parlent de l'antisémitisme au Maroc. C'est foncièrement, radicalement, et c'est différent comment traiter les Juifs en Algérie. Voilà. Et c'est pas vrai qu'ils aiment les Juifs, c'est pas vrai qu'ils les ont protégés, ils les opprimaient. Le ghetto juif s'appelait le Mellah. Ils étaient confinés, on les exploitait. Ça, c'est, il n'y a personne qui peut. Je peux paraître simitophile, hein, parce que je peux paraître aimer les Juifs, parce que j'ai appris l'hébreu à la Bibliothèque nationale algérienne avec Anwar et une autre qui étaient des hébraïsants. Non, je vous explique, parce que les Algériens, ils n'entendent pas, ils n'aiment pas être, comme on dit dans notre proverbe, Shraïs ma'al zouj. Shraïs ma'al zouj, c'est-à-dire le juge doit écouter les deux parties, pas être one-sided, unilatéral. Donc, on écoute. Moi, je vais partager avec les Algériens ce que les Juifs eux-mêmes disent du Maroc. Et c'est pas vrai que Mohamed V a sauvé les Juifs. Mohamed V, quand les forces de l'Axe, Vichy, lui a ordonné d'humilier, de déporter et de torturer, de faire souffrir les Juifs, il l'a fait. Comme El Monsef Bey en Tunisie. Gisèle Halimi vous dira que c'est le papa de Saad Qais Saïd qui l'a sauvé de la déportation vers le sud, vers Touzer, les camps de concentration. Il était chaouch, c'est connu. Il était portier dans le palais du Bey, et il sortait et il lui tenait la main pour empêcher la police tunisienne de l'arrêter parce qu'on pouvait la suspecter d'être juive. Et Gisèle Halimi, elle est devenue l'avocate du FLN plus tard. Elle vit toujours, Gisèle Halimi, où elle est morte récemment. C'est une juive tunisienne. Au Maroc, les réprimades, l'oppression a été faite. Quand le vent a tourné et la flotte américaine est venue, comme toujours, les rois, ils survivent. Ils disent, Wallah, on a sauvé les blancs. Et ils se sont alliés. Avec l'opération Torche, ils ont débarqué à Casablanca, Enfa, et puis le Makta. Le Makta, c'est notre plage. C'est là, je suis né à un village à 5 km de le Makta, qui s'appelle Fornaka, à Mostaganem, entre Mostaganem et Oran. Le Makta. Et les gens vous disent, Djaoul américaine, ils l'ont vu, et les ont vus en 1942 débarquer avec ils ont débarqué. oui, ils ont vu l'armée française qui charriait les canons avec des mulets, ils ont ri. Ils ont vu l'image de la France toute puissante a été cassée aux yeux de la population. Ils ont vu que les Français, c'était des gens de la Première Guerre mondiale qui faisaient face à une armée américaine puissante, brillante et tout ça. Ça, c'est marquant, le débarquement américain en Algérie. Même la farine, elle était blanche par rapport à celle que servaient les Français aux Algériens. Elle était mélangée noire avec de l'orge et de l'avoine et tout ça. Et pour là, en Algérie, on dit Baïda qui farine américaine. Elle est blanche comme la farine des Américains. Parce que les Américains avaient cette politique de marketing, donner le chocolat et tout ça aux Algériens. Donc, quand ils arrivent, les rois du Maroc changent. Il faut sauter en 1991. En 1991, Saddam Hussein envahit le Koweït parce qu'apparemment c'était 3 voleurs qui se sont pas arrangés. Donc l'un agresse l'autre. Le Koweït, l'Arabie Saoudite, l'Irak, ils se sont donné mission de faire une guerre
inutile et chaotique aux Iraniens. Ça n'a servi à rien. On lui demande de rembourser ses dettes. Il attaque ses anciens partenaires. Le roi Hassan II, entre 1980 et 1988, les années de la guerre, les Irakiens manquaient de main-d'œuvre parce qu'ils ont recruté tous leurs hommes pour faire la guerre. C'était une folie. L'Irak, c'était 17 millions contre les Iraniens, 70 millions. Tu ne vas pas faire la guerre avec 17 personnes contre quelqu'un qui a 80-70. Et puis, il a fait. Donc, il a mobilisé toute la force de travail. Le Maroc envoyait des travailleurs marocains pour soutenir le fonctionnement de l'Irak, qui fonctionnait à crédit. Le Saddam Hussein, entre 75 et 88, soutenait le Maroc contre l'Algérie. Demandait aux combattants du Polisario, le Moudjahidine, parce que ça fait peur ce mot aux Marocains. Le Kahloucha, c'est un canon noir irakien qui a été donné par Saddam Hussein au Maroc contre l'Algérie et le Polisario. Les pilotes irakiens, parce qu'en 72, les pilotes, ils ont fait un coup d'État, donc ils ont échoué. Les pilotes irakiens pilotaient les avions marocains. Il y avait des avions, mais il n'y avait pas de pilote. Ça, c'est Saddam Hussein. Donc, c'est une histoire d'amour entre l'Irak, le régime irakien et le régime marocain. Le régime irakien, c'est la minorité sunnite qui dominait les autres, les Kurdes et les Chiites. Donc, avant 1958, il y avait le roi. Au Maroc, quand on écrit en arabe, on utilise l'alphabet irakien qui est inspiré de l'alphabet iranien. Le K, c'est Ga. Agadir, ils écrivent Akadir, mais les Iraniens, ils mettent une barre. Les Marocains, comme toujours, mauvais élèves, n'ont pas compris. Qui a participé à l'enseignement de la langue arabe? C'est des profs et des chercheurs irakiens qui venaient quand il y avait une coopération entre les rois de l'Irak, 1921-1958, et les Marocains. Comment je le sais? Je lisais Majallat al-Turath, était édité par le ministère de l'Éducation et de la Culture. Et il y avait beaucoup de textes où des Irakiens en anthropologie, en linguistique, faisaient des études au Maroc. Et moi, je me disais, qu'est-ce qu'ils faisaient au Maroc? Mais parce qu'il y avait cette. Donc, l'alliance, et même maintenant, au sein de l'élite qui domine la scène médiatique en Irak, ils sont pro-marocains. Et avec toute cette relation, tous ces bienfaits, en 91, le roi du Maroc renie les Irakiens et envoie une armée se stationner à Abu Dhabi. En contrepartie, on efface 35 milliards de dollars de la dette marocaine. Quoi de plus opportuniste? Quoi de plus vil et méchant que ce comportement? Ça, c'est pour comprendre le Maroc, le régime marocain. Il est opportuniste, il se croit malin, il peut changer les alliances. Donc, it's not reliable. On ne peut pas compter sur le Maroc. Il n'est pas fiable. Il n'est pas fiable. Voilà, j'ai oublié ce mot. Il n'est pas fiable. Et les gens savent cela. Hier, j'avais tweeté où je disais Alger comme poste diplomatique pour les Américains, c'est une échelle pour monter une promotion. Et j'ai cité Yves Desrochers, qui était ambassadeur américain. Il devient sous-secrétaire pour les affaires maghrébines égyptiennes. Avant lui, c'était Ford, qui a complètement bousillé la Syrie, mais il était, avant d'aller en Syrie et gérer tout le chaos qui a été provoqué, il était ambassadeur à Alger. Donc c'est important, si un diplomate américain vient en Algérie, c'est qu'il est promis à une promotion assurée. Alger, apparemment, c'est un poste où on apprend, on fait ses épreuves. C'est un poste clé où on apprend bien. Enfin, tu vas sûrement citer Bajolais ou. Bajolais, oui, et Emier et tout ça. Et j'espère, je sais pas, tu connais mieux que ça. Et Gouillette va devenir quelque chose, je prédis, par connaissance empirique. Les gens, ils s'énervent et tout ça. Le Maroc, c'est un lieu de divertissement et c'est dans la poche des Américains. Les Américains savent que le Maroc est condamné à faire le rôle servile. Et puis, ils ne sont pas ambitieux, ils n'ont qu'un projet, la survie en exploitant la masse. Donc, ce n'est pas surprenant. Maintenant, relation avec Israël. En 1977, Sadat rompt le consensus arabe qui a été réalisé en 1973, le blocus, le pétrole qui saute de 2 dollars à 12 dollars, Boumediene qui triomphe, Faisal, et commence le morcellement, pièce par pièce. On se rappelle qu'en 1964, le roi Faisal a décidé de diffuser la télé. L'église wahhabite, je l'appelle église, parce qu'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de clergé, mais les opposants saoudiens l'appellent El-Kenis el-Wahhabiyya, parce que
Ils sont les fils de Mohammed Ben Abdel Wahhab, Sheikh Al-Sheikh. Donc, comment ça, imam, fils d'imam. Ils sont toujours aveugles et tout ça. Les muftis décident que la télévision, c'est haram. Il y a un qui est éclairé qui dit au roi Faisal, on va donner un très bon contre-argument. La télévision, c'est pas haram parce qu'il y a les danseuses égyptiennes nues. On va commencer la diffusion de la télé en mettant le Coran. Le diable ne peut pas diffuser le Coran. Donc, c'est pas haram. Donc, ils ouvrent la télé et c'est juste la lecture, la récitation du Coran. Les fanatiques sortent à Riyad, ils veulent attaquer le siège. Avant, c'était coûteux d'avoir un équipement, radiodiffusion, télédiffusion. Donc, ils appellent le roi Faisal. Au téléphone, les policiers ils lui disent il y a des gens, il y a un mob, il y a Hamed qui veulent venir attaquer et détruire la télé. Qu'est-ce qu'on fait? Il leur dit tirez sur eux. Apparemment, ils veulent détruire la propriété du peuple et de l'État. Il leur dit mais ton neveu, il y a ton neveu, le fils de ton frère, qui est à leur tête. Tuez-le le premier. Il leur dit tuez-le le premier. Il meurt. Voilà, c'est l'insoumission. Les gens doivent comprendre. L'État a le monopole de la violence. Il y a un cadre de vie qu'il faut protéger. Donc les forces de, c'est pas tout le temps l'oppression, c'est pas parce qu'en Algérie, il y a eu le Hirak, 22 février et démission de Bouteflika le 4 avril. Ça, c'est le Hirak. Ça, c'était la révolution du peuple algérien. Ce qui vient après, c'est même pas Hirak 2, c'est la contre-révolution, Thawra al-Muzadda. Parce qu'il y a des gens qui sont généreux, qui disent Assoul ou je ne sais pas, Bouchaché, ils faisaient. Non, c'est la contre-révolution. Les autoproclamés du voilà, Hirak, oui, voilà, Drane, vous êtes des contre-révolutionnaires, c'est tout. Le vrai Hirak, c'était 22 février, 2 avril, selon mon avis. Alors, ils disent abus et tout ça. Regardez, ils le tuent. En 75, on se rappelle du mort, le neveu. Il y a son frère qui revient de l'Amérique, qui s'approche le jour de l'Aïd pour embrasser son oncle. Il le tue. Faisal est assassiné. Donc, un de ceux qui ont participé au blocus, à la guerre. Un. Plus tard, Boumediene va mourir à 46 ans, 78. 2. Saddam commence sa guerre inutile. Ça n'a servi à rien. 1000 milliards de dollars, 1 million de morts, mais ça n'a servi à rien contre l'Iran. La Syrie est embourbée dans le conflit civil libanais. Donc on a ce front de refus et de résistance, je ne sais plus en arabe comment on l'appelait, a été complètement désamorcé. La Libye, trop de paroles, rien effectivement. Au contraire, il s'implique dans des guerres, le Tchad, et on lui donne une bonne bastonnade, et on lui casse les dents. L'Égypte, ce gros, c'est comme avait dit Henry Kissinger, sans l'Égypte, il n'y a pas de guerre, sans la Syrie, il n'y a pas de paix. Donc, on les corrompt. On leur promet monts et merveilles. Signer la paix, alors que les Arabes avaient convenu qu'il n'y a pas de paix séparée. Pas refaire ce qui s'est passé en Algérie, Tunisie et au Maroc. En 1956, ils signent une paix séparée et laissent le peuple algérien pendant 6 ans. Les gens me disent t'es raciste, t'es suprémaciste, t'es xénophobe. Je ne suis pas. Je vous dis de ce qui s'est passé. Ils nous ont abandonnés. Et pourquoi? Pour une indépendance partielle, où la France continuait à gérer, et ils sont devenus les Tunisiens du service, les Marocains du service. D'accord. Donc, paix séparée, c'est pas bien. Négociation avec cessez-le-feu, c'est pas bien. Ça, c'est basique. Les Viet Cong faisaient la guerre au Sud-Vietnam et aux Américains et parlaient à Paris, les accords de Paris, de 68 jusqu'en 73. Donc 5 ans de parloter comme ça. Pas faire ces erreurs, c'est le BAB de la politique et de la géopolitique. Donc Sadet va à Jérusalem en 77. 79 signe les accords de Camp David. Et l'Égypte, depuis, reçoit des aides de 3 milliards de dollars. Oui, 3 à 5 milliards de dollars par an, effectivement. Qu'est-ce que l'Égypte a gagné de la normalisation avec Israël? Zéro. Plus tard, 94, la Jordanie signe avec... on a eu des petits dérapages. Hein. Les Palestiniens du service alliés, la bourgeoisie palestinienne qui a vendu les terres de Palestine à Israël, importe en frac des engrais, les emballe en Jordanie, nous les revends. Les Algériens découvrent ça et refusent. Mais à part ça, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens, qui a la connaissance, qui a les capacités financières et humaines pour faire d'intermédiaire. Parce que l'idée principale, c'est que le capital arabe s'allie au génie juif et on vit bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
Ça ne se passera pas comme ça. Cette histoire de trickling from top to the bottom, ça va ruisseler les milliardaires. Bill Gates, il a 100 milliards de dollars, il ne partage pas. Elon Musk et tout. Ça n'existe pas. C'est une construction de l'esprit. Les riches ne donnent pas leur argent parce qu'ils sont riches. C'est comme ça qu'on devient riche. Il n'y a que les pauvres qui sont généreux. Et moi, je spécule dans la bourse, je suis capitaliste convaincu, tout ça. Mais ce n'est pas vrai. Donc, cette idée qu'il faut faire la paix avec les Israéliens, mais la paix, c'est la reddition. J'ai publié sur Twitter une photo où on voit Arafat tendre la main et Ishaq Rabin l'ignorait complètement. Parce que c'était une reddition. Les Marocains, c'est de la surenchère. Ils ont vendu la population, les Marocains, pour 5 dollars, 10 dollars. Ils les ont fait transporter vers Israël. Parce qu'Israël, en 1948, après la Première Guerre, s'est retrouvé avec une population faible, avec démographie stagnante. Elle avait besoin des gens pour faire le reboisement et tout ça, et cacher, par exemple, les collines de Jérusalem. Les collines de Jérusalem, c'est des terrasses, c'était bien travaillé. On voit des canaux, on voit des vergers. Ils ont tout détruit. Ils ont planté des sapins pour confirmer l'idée que la Palestine, c'était une terre sans peuple, pour un peuple sans terre. En 2021, il y a les feux de forêt et les Américains et le monde découvrent que ce n'est pas vrai, que les collines de Jérusalem n'étaient pas désertes, que les Arabes avaient de l'agriculture et tout ça, et que ce n'était pas vrai, que la terre n'était pas vide, Ouais, on se qu'il y souvient avait un des peuple. incendies, oui, effectivement. Mhm, Voilà. mhm. Donc, eux, ils avaient besoin de ces travaux-là. Ce n'est pas les Einstein et les Golda Meir et les Blancs de Pologne qui allaient faire ça. C'est les Mizrahim, les Orientaux, les Yéménis, les Marocains, les Irakiens. Les Algériens, ils sont partis en 62. Ils ont vu que ce n'était pas bien. Puis Nasser leur disait, Nasser qui avait défendu les Algériens, il a jeté les pieds noirs, les Algériens ont jeté les pieds noirs à la mer. Donc, ils se disaient, non, on ne va pas en Israël. Donc, en Israël, il n'y a pas beaucoup de juifs algériens, c'est plus tard, mais ils sont partis en France. Mais il y a des juifs marocains, il y a des juifs tunisiens. Et ceux-là, c'est les Mizrahim. Dans la répartition géographique, c'est eux qui reçoivent les bombes de Gaza. Parce qu'on les a mis dans la périphérie. Ils sont bronzés. Et en cas d'attaque arabe, c'est eux qui vont mourir en premier. Entre-temps, les Blancs, les Ashkenazim, vont prendre le bateau. Et ça, il y avait même Sarfati, j'ai oublié son prénom, mais c'était un Marocain qui avait fondé un mouvement similaire au Black Panther en Israël. C'était un Marocain qui disait « nous sommes victimes de racisme » et tout ça. Ça, les Israéliens, en général, Israël, c'est un État gauchiste. C'est le travail. Et plus tard, il y a les religieux, mais l'essence de l'État d'Israël, c'est le gauchisme. Donc, Goffern, l'ambassadeur d'Israël qui a été accusé d'abus sexuels et tout ça, on le convoque, mais surtout, c'est à la demande des Marocains, parce qu'il a fait une déclaration où il a dit clairement, Israël est pour l'autodétermination des peuples. Le problème du Sahara occidental doit être résolu selon les résolutions de l'ONU. Il ne peut pas se contredire parce qu'il est consistant, parce que les Juifs sont consistants. Ils vous disent, légalement, on a une reconnaissance internationale. En 1947, il y a la partition de la Palestine, notre territoire est légal. Donc, ils ne peuvent pas se contredire. Mhm. Et c'est C'est ça. ça qui explique le fait que, justement, aujourd'hui, Israël ne reconnaît pas le Sahara occidental comme marocain. Elle n'a aucun intérêt. Elle se contredit. Israël, oui, les Algériens, c'est mytho. Non, Israël, c'est un bon État qui fonctionne très bien. Ils ont un programme nucléaire, un programme spatial. Ils ont ramené 22 langues de 128 pays. Ils leur ont appris une langue, ils l'ont unifiée, ils les ont éduqués, ils ont fait un État et qui tiennent bien. Il faut reconnaître. Le Coran nous dit لا يظلمنكم لا يظلمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا قل اعدلوا فهو أقرب للتقوى. Ça veut dire, si vous n'aimez pas des gens, il ne faut pas que ce désamour, cette haine vous empêche d'être juste. Les gens sont anti-américains, mais moi je vois l'Amérique. C'est une grande puissance. Le dollar, ça ne va pas tomber demain, qu'on le veuille ou pas. Les Russes, c'est une grande puissance. Les Chinois travaillent et grignotent. Un bol de riz, comme ça, une poignée de riz, il le mange. Avec un peu de sauce, il garde de l'argent. Il a 2 millions. Il a une voiture, il conduit une Tesla à 60 000 dollars. Les Arabes, Hoka et tout ça, je les vois en Amérique. Ça, il faut le dire. Donc, Israël, on nous montre un soldat qui a 20 ans et les Arabes le tapent, il a peur. Oui, même en Algérie, ça se passe. C'est pas ça. Il faut voir ce que c'est Israël. Israël, c'est Technion, le pôle technologique, à Bar Ilan. C'est 1 milliard de dollars à l'époque
d'exportation software. Ils n'exportent rien. Tu sais, software, tu inventes quelque chose, je la télécharge et je te donne 10 dollars. Moi, je te donne de l'argent et toi, tu me donnes quelque chose de virtuel. C'est super, non? Mhm. Et c'est ce qu'en font les Israéliens. Ils ont des contributions en matière de médecine et tout ça. Donc, eux, ils savent très bien les choses, la valeur des choses, comme nous, comme chacun qui est raisonnable. Le Maroc, il faut le dire, comme l'a dit Abdelkader Msehel, l'ancien ministre, mais khalounach, ces histoires de drogue, de manipulation sexuelle, de Pegasus, oui, oui, ça fait l'effet, ça fait l'impression, ça fait l'illusion. C'est comme une bouffée de zotla. Ça donne bien, mais c'est l'illusion de la puissance. La vraie puissance, c'est la démographie. En Algérie, on est 46 millions. L'Iberc, on ne parle pas de. Et ils sont à 1,32%, 1,32% de croissance démographique. C'est bien. Le Maroc, sa population, elle stagne. La Tunisie, elle est en déclin. Et puis l'argent. Napoléon a dit l'argent, c'est le nerf de la guerre. Celui qui a les sous gagne, qu'on le veuille ou pas. Donc ceux qui envisagent la guerre et tout ça, et qu'Israël, ils viendront. Ils sont venus en 75-91. Il y avait une présence d'Israéliens dans la guerre contre le Polisario. C'est eux qui ont conçu et inspiré aux Marocains cette idée, maintenant dépassée, de partager le Sahara en deux. Le Sahara utile, le Sahara inutile. Finalement, le Sahara le inutile. maire de la honte. Ouais, finalement, Voilà. Finalement, c'est dans le Sahara inutile où il y a le pétrole. Tout à fait. Voilà. Et puis, immobiliser 180 000 soldats pour se protéger contre 5 000 soldats, c'est un peu de la sottise. Ça coûte Voilà. ça coûte très cher. Et puis après, effectivement, c'est utilisé aussi par, je pense, par le régime marocain pour, entre guillemets, envoyer l'armée au Sahara occidental. C'est-à-dire qu'en fait, Oui. après, surtout après les coups d'État. Et toi, tu as connaissance en aéronautique et en militaire. Mhm. C'est pas les drones. En Ukraine, la guerre, quand on lit South Front et tous les rapports américains, c'est pas les drones Bayraktar ou les drones américains. C'est des pilotes russes, des pilotes ukrainiens. Ils font dogfight. Tu leur expliques c'est quoi dogfight parce que je sais pas comment on dit en français. Et c'est la puissance du feu. C'est la guerre classique. Mhm. C'est ça. Donc, comment ils disent Bayraktar, Harop, on va bombarder les champs de gaz algériens. Saddam, il a brûlé les champs de Koweït. Il fallait juste fermer la vanne et ça reprend. Chers auditeurs, chères auditrices, nous arrivons à la fin de cet épisode 4, donc il n'est que la première partie dédiée au thème des relations algéro-marocaines. Donc on suivra la partie 2 dans l'épisode 5, qui sera publié dans exactement 2 semaines. On sera le 11 octobre. D'ici là, moi je vous invite à liker cette vidéo si vous en avez apprécié le contenu, si vous nous regardez évidemment sur YouTube. Je vous invite également à nous mettre des commentaires en bas de la description. Voilà, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, est-ce que vous avez des questions, des remarques, etc. On est toujours preneur pour améliorer notamment le contenu de cette chaîne. Je vous invite également à visiter notre site www.ledzzpodcast.com, sur lequel aussi vous pouvez trouver les liens vers les différentes plateformes de streaming, de podcast, sur lequel bien évidemment cet épisode sera. En tout cas, nous on se dit rendez-vous dans 2 semaines, donc le 11 octobre pour l'épisode 5, la partie 2 liée à ce thème des relations algéro-marocaines. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine, Inch'Allah, dans un nouvel épisode.